En accédant péniblement au sommet de la colline, ces visiteurs découvrent, surplombant la ville, le château fort de Guise et ses 1000 ans d'histoire. Celui-ci a subi plusieurs transformations au fur et à mesure des siècles et des guerres, la guerre de 100 ans, les guerres de religion ou encore celles contre les Habsbourg, mais les premières fortifications datent du Xe siècle, quand la ville devient une seigneurie. On sait qu'ici il y a une fortification depuis le Xe siècle, qu'on imagine en bois, donc sur cet espace, cet éperon rocheux qui domine les environs, notamment la ville et la vallée d'Oise. Au XIIe, XIIIe siècle, on va construire ici un château en pierre, notamment la grosse tour que vous voyez juste derrière, qui est en grès. Et au XVIe siècle, on va moderniser, agrandir pour s'adapter à l'artillerie et puis se défendre également contre les Pays-Bas espagnols de Charles Quint. Depuis la fin du XVe siècle, Guise est devenue une place de première ligne dans la défense du royaume contre les Pays-Bas bourguignons. Vient ensuite la domination des Habsbourg. Charles Quint lui-même assiégera la ville en 1536. De cette époque ne reste que le donjon, qu'on appelait au Moyen-Âge la Grosse Tour. Elle avait différentes fonctions. La première fonction qu'on imagine forcément très mal aujourd'hui, c'est une fonction symbolique. Ça signifie qu'ici il y a un seigneur, qu'il est riche, qu'il est puissant, qu'il a l'autorité, notamment en matière de justice ou de récolte des impôts. Donc c'est vraiment un symbole fort qu'on voit au loin de cette autorité. Et puis c'est également un espace qui va servir de dernier refuge pour le seigneur et sa famille en cas de siège, uniquement en cas de siège. C'est pas un lieu d'habitation au quotidien, le reste du temps il a un logis plus confortable. Et donc pendant le siège, c'est un lieu d'habitation, en plus de la défense, avec des éléments qui permettent la vie quotidienne. Ici on a d'abord la cheminée monumentale qui permet de s'imaginer quand même un espace relativement confortable. Donc la cheminée permet de chauffer mais également d'éclairer la pièce, puisqu'en fait on n'a quasiment aucune ouverture. Juste à côté, pour la vie quotidienne, et là aussi c'est un élément de confort très important au Moyen-Âge, on a l'accès au puits, donc l'accès à l'eau. Aujourd'hui malheureusement il est bouché, mais à l'époque c'est un conduit qui permet de desservir les 3 étages de la tour et donc d'avoir en permanence accès à l'eau. Pour le reste, on peut imaginer un décor un peu plus travaillé qu'aujourd'hui. Alors peut-être, ça existait dans certains donjons, des enduits sur les murs qui étaient peints. Sur le sol, on peut imaginer pourquoi pas des carreaux de pavement. On en a retrouvé dans certaines parties du château, soit simples, soit historiés, c'est-à-dire avec des animaux, des fleurs, des végétaux dessinés dessus. Et puis on peut aussi imaginer tout ce qui est mobilier. Donc le mobilier, comme son nom l'indique, est mobile, notamment des coffres dans lesquels le seigneur rangeait les vêtements, la vaisselle, les documents administratifs ou comptables, et qu'il déplaçait d'un château à l'autre, d'une propriété à l'autre en fait. Au Moyen-Âge, la vie quotidienne et militaire se confondent. Le seigneur peut inviter la population à l'intérieur du château en cas de siège. Illustration à l'étage en dessous où se trouve le cellier du donjon. Au Moyen-Âge, effectivement, on y entreposait, donc comme son nom l'indique, un cellier de la nourriture. Et a priori, on y accédait par une trappe qui se trouvait au sommet de la voûte. Et puis par la suite, on va pouvoir utiliser cet espace donc, pour la vie civile, mais la défense, c'est-à-dire préserver ou protéger les populations qui ne participent pas à la défense, les enfants, les blessés, les malades. Comme on est près du sol semi-enterré, on n'a pas d'ouverture de tir ici. Et puis encore plus tard, à partir du XVIe siècle, on va utiliser cet endroit comme petit arsenal pour le stockage de la poudre. À l'extérieur de la tour, le visiteur accède à la basse-cour. Il ne reste rien des constructions de l'époque, mis à part la prison et les restes d'une église. Mais au Moyen-Âge, la vie de la cité s'organisait autour de cet espace. Au Moyen-Âge, c'est une sorte de place publique dans laquelle on a soit les gens qui participent à l'entretien, à la vie quotidienne du château fort, donc les paysans, les artisans. Ils peuvent venir utiliser le puits qui est juste là derrière nous, et puis ils peuvent aussi venir à l'église juste là-bas dont on voit encore les ruines, l'église qui était une des églises paroissiales en fait au Moyen-Âge. Et puis un petit peu plus tard, notamment au XVIe siècle, on a quasiment plus de population civile qui vit à l'intérieur du château, et donc ça devient un espace militaire, une place d'armes en fait pour les soldats, soit pour le rassemblement, soit pour l'entraînement aussi. Après la guerre contre les Habsbourg au XVIe siècle, le château est en ruine. François Ier ordonne sa modernisation en 1547, et parmi les constructions, 5 bastions sont érigés, équipés de casemates pour se protéger des tirs ennemis. C'est difficile à imaginer, mais il faut penser autour de nous à des murailles en forme de pointe, donc des grandes murailles qu'on voit quand on regarde le château vu du dessus. Et à l'intérieur de ce bastion, on est plus précisément dans cet espace qui est une des casemates d'artillerie. Ici, on a donc ce qu'on appelle les bouches à feu. Ce sont des ouvertures de tir dans lesquelles on va placer des canons. Donc bien sûr, à l'époque, on n'a pas les grilles qui ferment aujourd'hui les bouches. Et puis dans la voûte, donc juste au-dessus, qui correspondent, on a les bouches d'aération
qui vont permettre d'évacuer les fumées des tirs d'artillerie qui sont très importantes, qui empêchent de se voir correctement les uns les autres et qui sont aussi très nocives à respirer parce qu'il y a du soufre notamment dans la poudre. On est à peu près 150 ans avant Vauban et ses citadelles. Quand on regarde les plans du château aujourd'hui, on voit des formes en étoiles de bastions. Donc souvent les gens nous disent qu'on est dans une citadelle Vauban, mais pas du tout. On est dans une forteresse bastionnée au XVIe siècle à partir de 1535. En effet, lorsque Vauban vient à Guise en 1673, l'architecte militaire de Louis XIV juge le château inutile pour la défense du royaume. Car quelques années plus tôt, en 1659, le traité des Pyrénées a étendu le territoire de la France plus au nord. Guise n'est alors plus qu'une troisième ligne de défense et seules des réparations seront réalisées. Le château tombe alors progressivement en désuétude jusqu'en 1922 où il est vendu par l'armée à un particulier qui le transforme en carrière et en décharge. Une histoire mouvementée donc qui n'a pas laissé insensible le groupe de touristes à la sortie de leur visite. Milan, vous vous rendez compte? Milan, c'est extraordinaire. C'est vraiment une découverte parce que je ne connaissais pas au préalable, j'en avais entendu parler, mais là je l'ai vraiment visité. Et je pense qu'il est intéressant sur différents aspects parce que bon, il y a tout d'abord ces aspects moyenâgeux, donc on recherche tout le temps dans un château, mais ensuite on voit l'évolution qu'il a eue au cours des siècles. Aujourd'hui, l'association du club du Vieux Manoir a repris la main. Chaque été depuis 1952, des chantiers de jeunes sont organisés pour restaurer le site, car le château de Guise n'est pas au bout de son histoire.